La base aérienne américaine d'Al-Azraq, en Jordanie, vient d'être frappée. Téhéran revendique l'attaque en pleine nuit. Washington parle de morts parmi ses soldats. Et en quelques heures, tout le Moyen-Orient retient son souffle. Ce qui se joue maintenant pourrait bien être le début du conflit le plus dangereux de ce siècle. Tout a commencé un peu avant 3 heures du matin, heure locale. Sur les écrans radars du commandement américain à Al-Azraq, des points lumineux apparaissent, venus de l'Est. Les officiers de garde pensent d'abord à un exercice mal signalé. Ils comprennent vite leur erreur. En quelques minutes, une salve de drones Shahed 136 et de missiles Fateh 110, tirés depuis le territoire iranien via des positions avancées en Irak, s'abat sur les hangars et les pistes de la base. Les sirènes hurlent trop tard. Les défenses patriotes déployées sur place interceptent une partie des projectiles, mais pas tous. Le bilan tombe au matin, glaçant. 27 soldats américains tués, 84 blessés, 6 avions endommagés au sol dont 2 F-16 détruits et une partie des infrastructures logistiques réduite en cendres. Imaginez une seconde être ce jeune technicien de maintenance, réveillé en sursaut par le souffle d'une explosion, courant pieds nus vers l'abri le plus proche pendant que le ciel s'embrase au-dessus de sa tête. C'est cette réalité brutale que vivent, cette nuit-là, des centaines de familles de militaires américains stationnés à des milliers de kilomètres de chez eux. À Téhéran, quelques heures plus tard, la télévision d'État diffuse un communiqué du corps des gardiens de la révolution islamique. Le ton est presque triomphant. L'attaque contre Al-Azraq est présentée comme une réponse directe à l'assassinat, quelques jours plus tôt, d'un haut commandant iranien lors d'une frappe américaine ciblée en Syrie. L'Iran affirme avoir visé une base logistique utilisée pour coordonner des opérations contre ses forces alliées dans la région. Le message est clair. Aucune base américaine dans un rayon de 2000 km ne sera désormais considérée comme intouchable. Au Pentagone, l'ambiance est électrique. Le secrétaire à la Défense convoque une réunion de crise dès l'aube. Sur les grands écrans de la salle de commandement, les images satellites d'Al-Azraq défilent, montrant les carcasses fumantes des hangars. Le président américain, informé en pleine nuit, autorise une riposte immédiate. En moins de 6 heures, 2 escadrilles de F-35 décollent d'une base au Qatar, tandis que le groupe aéronaval de l'USS Gerald R. Ford, déjà positionné dans le golfe d'Oman, reçoit l'ordre de se rapprocher du détroit d'Ormuz. Des Tomahawks sont préparés à bord de 3 destroyers de classe Harley Burke qui l'escortent. La riposte américaine ne se fait pas attendre. Au petit matin, des frappes de précision touchent 4 sites liés aux gardiens de la Révolution près de la frontière irako-iranienne, ainsi qu'un dépôt de missiles Fateh 110 identifié par le renseignement satellite. L'Iran annonce 43 morts parmi ses forces, dont un commandant régional des gardiens de la Révolution, et une trentaine de blessés. Des images de Téhéran montrent des habitants sortant dans les rues, entre colère et sidération, brandissant des portraits du commandant tué, scandant des slogans anti-américains devant l'ancienne ambassade des États-Unis. Et vous, à la place des chefs d'état-major réunis cette nuit-là au Pentagone, auriez-vous choisi la même escalade immédiate? Ou auriez-vous temporisé le temps de vérifier chaque renseignement, quitte à laisser passer l'heure de la riposte? La suite s'enchaîne à une vitesse vertigineuse. Dans le golfe Persique, 2 vedettes rapides des gardiens de la Révolution s'approchent dangereusement d'un destroyer américain escortant un pétrolier. Les tirs de semonce fusent. Aucun contact direct n'a lieu, mais la marine iranienne annonce le déploiement de ses batteries côtières équipées de missiles anti-navires le long du détroit d'Ormuz, menaçant ouvertement de le fermer au trafic pétrolier mondial. Un porte-parole iranien déclare devant les caméras que aucun navire de guerre ennemi ne traversera ce détroit sans autorisation, provoquant une onde de choc sur les marchés financiers internationaux. En parallèle, dans le nord de l'Irak, des unités de forces spéciales américaines, appuyées par des drones MQ-9 Reaper, mènent une opération contre un dépôt logistique iranien près de la frontière. Des combats au sol éclatent, brefs mais violents, entre soldats américains et miliciens pro-iraniens équipés de lance-roquettes et de véhicules blindés légers.
3 soldats américains sont blessés, 12 combattants pro-iraniens tués, et un dépôt de drones Mohajer 6 est détruit. Pendant ce temps, en Syrie, l'aviation israélienne profite du chaos ambiant pour mener sa propre frappe contre un convoi iranien près de Deir ez-Zor, officiellement pour empêcher un transfert d'armes vers le Hezbollah. Israël nie toute coordination directe avec Washington, mais le geste est perçu à Téhéran comme une preuve supplémentaire d'un front occidental uni contre lui. Le gouvernement israélien place ses forces en état d'alerte maximale sur le plateau du Golan et le long de la frontière libanaise. Qui porte réellement la responsabilité de cette spirale de violence? Est-ce la frappe initiale iranienne sur Al-Azraq ou l'assassinat du commandant iranien qui l'a précédé en Syrie? Chacun, selon le camp qu'il soutient, a sa propre version de qui a appuyé sur la gâchette en premier. À Riyad, le gouvernement saoudien observe la situation avec une inquiétude non dissimulée. Ces champs pétrolifères se trouvent à portée des missiles iraniens et le souvenir des frappes de drones Shahed sur ces installations pétrolières, quelques années plus tôt, reste vif. L'Arabie saoudite renforce discrètement ses batteries de défense patriotes fournies par les Américains et active des canaux diplomatiques secrets avec Téhéran par l'intermédiaire d'Oman, cherchant à éviter que son territoire ne devienne un champ de bataille. La Turquie, de son côté, adopte une posture d'équilibriste. Ankara appelle à la retenue des deux camps tout en renforçant sa présence militaire le long de sa frontière avec la Syrie et l'Irak, redoutant un afflux massif de réfugiés si le conflit s'étend. Le président turc propose sa médiation, rappelant les précédents de dialogue qu'il a menés entre Moscou et Kiev. À Moscou, le Kremlin observe avec un intérêt à peine masqué. La Russie, alliée traditionnelle de l'Iran, dénonce ce qu'elle qualifie d'agression américaine déstabilisatrice et annonce la livraison accélérée de systèmes de défense anti-aérienne S-300 supplémentaires à Téhéran, ainsi qu'un possible transfert de chasseurs Su-35 pour moderniser une flotte iranienne vieillissante de MiG-29. Pékin, de son côté, se contente d'un appel officiel au calme, mais renforce discrètement ses achats de pétrole iranien à prix réduit, contournant les sanctions américaines, tout en positionnant des navires de sa marine dans le golfe d'Aden sous couvert de lutte contre la piraterie. La Russie et la Chine choisiront-elles de soutenir ouvertement l'Iran face aux États-Unis ou continueront-elles à jouer un double jeu, profitant du chaos sans jamais s'engager directement? Dans les capitales occidentales, l'inquiétude grandit. L'OTAN tient une réunion d'urgence à Bruxelles. Le secrétaire général de l'organisation appelle à la désescalade, tout en réaffirmant la solidarité totale avec les États-Unis. La France et le Royaume-Uni annoncent le renforcement de leur présence navale en mer Rouge pour protéger le trafic commercial, déjà perturbé par les tensions. Le prix du baril de pétrole Brent bondit de 18% en 2 jours, franchissant la barre des $110, tandis que les bourses mondiales plongent, les investisseurs redoutant une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20% du pétrole mondial. Aux Nations Unies, le secrétaire général convoque une session extraordinaire du Conseil de sécurité. Les ambassadeurs américains et iraniens s'affrontent verbalement, chacun accusant l'autre d'avoir déclenché l'escalade. La résolution proposée par les membres européens, appelant à un cessez-le-feu immédiat, se heurte au veto russe, Moscou refusant de condamner Téhéran sans mentionner l'assassinat du commandant iranien qui a précédé les frappes. Sur le terrain, l'escalade se poursuit. Des sources du renseignement américain évoquent la possibilité que l'Iran commence à déplacer certains de ses lanceurs de missiles vers des installations souterraines renforcées, dans la province de Natanz, redoutant des frappes américaines sur ses infrastructures nucléaires. En réponse, un haut responsable du Pentagone évoque, sous couvert d'anonymat, la possibilité d'un déploiement d'armes nucléaires tactiques si l'Iran venait à franchir un seuil considéré comme critique. Une déclaration aussitôt démentie officiellement, mais qui provoque une onde de choc diplomatique. Cette phrase, prononcée presque négligemment lors d'un point de presse informel, suffit à faire basculer l'ambiance mondiale dans une angoisse nouvelle. Les images de familles américaines faisant leurs valises devant l'ambassade de Bagdad
escortés par des Marines, tournent en boucle sur les chaînes d'information. À Téhéran aussi, plusieurs ambassades occidentales commencent à rapatrier leur personnel non essentiel, tandis que les autorités iraniennes annoncent la mobilisation de 40 000 réservistes des forces Basiji, prêts à être déployés en cas d'invasion terrestre. Pensez-vous réellement que ce conflit puisse rester circonscrit à des frappes ciblées, ou sommes-nous en train d'assister aux premiers signes d'une guerre ouverte impliquant plusieurs puissances régionales et mondiales? Sur le plan naval, la tension atteint un nouveau sommet lorsque l'USS Nimitz, dépêchée en renfort depuis l'océan Indien, entre dans le golfe d'Oman, escorté par un sous-marin d'attaque de classe Virginia. L'Iran répond en positionnant sa propre flotte de vedettes rapides et en testant, selon des sources militaires, un nouveau missile anti-navire depuis ses côtes, sans toutefois viser directement un navire américain. Chaque camp semble vouloir démontrer sa puissance sans pour autant franchir le point de non-retour d'un affrontement naval direct et généralisé. En Jordanie même, dans les villages proches de la base d'Al-Azraq, la population vit dans la peur. Les habitants racontent avoir entendu les explosions depuis leur maison, certains ayant vu leurs vitres voler en éclats. Une mère de famille interrogée par une chaîne locale raconte avoir couvert ses enfants de son propre corps en pleine nuit, convaincue que la guerre venait de frapper à sa porte, alors même que son pays n'est pas partie prenante au conflit. Le roi de Jordanie, dans une allocution solennelle, condamne fermement l'attaque sur son sol, tout en appelant les deux puissances à ne pas transformer son royaume en champ de bataille par procuration. C'est peut-être cela le plus troublant dans cette crise. Des millions de civils, en Jordanie, en Irak, en Syrie, qui n'ont rien demandé, se retrouvent pris au piège d'un affrontement qui les dépasse totalement, redoutant chaque nuit que le ciel au-dessus de chez eux ne s'embrase à nouveau. À Washington, le président tient une allocution télévisée retransmise dans le monde entier. Il promet que quiconque s'en prend à des soldats américains en paiera le prix, tout en assurant que les États-Unis ne cherchent pas une guerre totale avec l'Iran. À Téhéran, le guide suprême, dans un discours tout aussi ferme, affirme que la République islamique ne reculera devant aucune agression, mais se dit également ouvert à une désescalade, si Washington cesse ses actes hostiles sur le sol de nations souveraines. Ces deux discours, prononcés à quelques heures d'intervalle, laissent entrevoir une possible fenêtre diplomatique. Des négociateurs omanais, habitués à jouer les intermédiaires discrets entre Téhéran et Washington, se rendent en urgence dans les deux capitales. Mais sur le terrain, les combats sporadiques continuent. Un drone Reaper américain est abattu près de la frontière irano-irakienne, tandis qu'une nouvelle salve de roquettes s'abat, sans faire de victimes cette fois, près d'une base américaine dans l'est de la Syrie. Le bilan provisoire de cette crise, à l'heure où nous parlons, s'élève à plus de 170 morts au total des deux côtés, des centaines de blessés, une dizaine d'appareils détruits ou endommagés, et un détroit d'Ormuz sous la menace constante d'une fermeture qui plongerait l'économie mondiale dans une crise énergétique sans précédent. Les compagnies aériennes internationales ont déjà commencé à dérouter leurs vols, évitant l'espace aérien iranien et irakien, tandis que plusieurs compagnies pétrolières annoncent la suspension temporaire de leurs opérations dans la région. On pense souvent que ces crises se déroulent loin de nous, sans conséquences sur notre quotidien. Mais quand le prix de l'essence s'envole à la pompe, quand les billets d'avion vers certaines destinations doublent du jour au lendemain, cette guerre lointaine cesse soudain d'être abstraite pour des millions de familles à travers le monde, y compris chez nous. Alors que la nuit tombe une nouvelle fois sur Téhéran comme sur Washington, personne ne sait si les prochaines heures apporteront enfin une trêve négociée dans le secret des chancelleries, ou si un nouvel incident, une frappe mal calculée, un missile égaré, viendra faire basculer définitivement cette région dans un conflit ouvert dont plus personne ne pourrait prédire l'issue. Les avions restent sur le pied de guerre, les porte-avions continuent de croiser dans les eaux troubles du Golfe, et dans les deux capitales, des hommes et des femmes tiennent entre leurs mains la décision qui pourrait, dans les prochains jours, changer le visage du monde. Ce qui se passera ensuite, personne ne peut encore l'écrire.